Alors nous allons faire un saut de puce de la bibliothèque jusqu'au jardin botanique de Montréal. Et à propos des jardins botaniques, je voudrais soulever deux aspects. L'un, c'est celui que le jardin botanique par excellence est un lieu de bien-être, est un lieu de découverte multisensorielle qui touche à ces aspects d'atmosphère dont parlait l'architecte Regina Cohen ce matin dans l'autre table ronde sur l'accessibilité culturelle, mais elle est aussi un lieu de transmission de savoir. Donc elle a vraiment des dimensions multiples et nous sommes vraiment très intéressés à entendre parler de vos démarches, Madame Landry. Merci Marcus. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faudra un micro. Oui, j'en ai un ici. C'est parfait. Désolé, je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai préféré faire la présentation debout, c'est un petit peu plus dynamique. Et puis, oui, aussi. Et malheureusement, j'ai une mauvaise toux, alors j'ai une petite pastille dans la gorge. Veuillez m'excuser. Alors, qui sommes-nous à Espace pour la vie? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Espace pour la vie, c'est un lieu qui regroupe 4 institutions scientifiques, le jardin botanique, le sectarium, le biodôme et le planétorium. Alors, c'est aussi donc un mouvement, parce que c'est un mouvement participatif où on veut que toutes les communautés puissent venir participer à nos activités, mais aussi co-créer avec nous. Et c'est aussi un engagement à protéger la biodiversité. Donc, j'ai fait la présentation en bilingue, alors vous lisez juste en noir ceux qui sont en français et le francophone, et en anglais en bleu. Alors, c'est aussi le plus grand complexe au Canada en sciences naturelles, donc on reçoit environ 2 millions de visiteurs par année. Alors, je vais commencer au tout début par le biodôme, présenter rapidement, parce que dès la conception du biodôme en 91, on a créé un comité accessibilité avec qui roule, et on a fait des changements au niveau du design du sentier du biodôme pour rapprocher les gens qui ont à mobilité réduite, pour qu'ils puissent accéder plus près au bassin du Saint-Laurent-Marin. Donc, vous voyez la photo en haut, là, on voit les enfants qui sont très près du bassin. Mais pour les personnes qui sont avec une chaise roulante, c'est plus difficile parce qu'il y avait des escaliers. Donc, les gens de Kéroul nous ont dit non, il faut que vous avanciez pour qu'on puisse faire ça. Donc, on a changé ça. Mais aussi, on a engagé du personnel, une animatrice qui parle la langue des signes, et on a formé tout le personnel d'accueil et d'animation avec une formation de Kéroul, justement, pour favoriser une meilleure interaction avec nos visiteurs. Et depuis 1994, on a un programme qui s'appelle le programme PAVÉ. C'est un programme annuel de visite éducative pour les personnes handicapées, les enfants du primaire, parce qu'ils viennent 4 fois par année. À ce moment-là, ils s'engagent à venir 4 fois et ils visitent un écosystème à chaque visite, donc c'est plus simple pour eux. Donc, mais on a aussi Naturalia, qui est une salle de découverte où les gens les adultes comme les enfants, les scolaires comme les familles, peuvent venir et toucher des animaux naturalisés, ce qui normalement ne se fait pas dans les musées. Alors, il y a l'Insectarium, qui est aussi une autre institution, qui, elle, a des facilités justement d'ascenseur et tout ça, mais c'est leur approche immersive, mais aussi leur approche d'animation qui permet aux gens de toucher des insectes, ce qui est très intéressant quand on a une petite frayeur. C'est déjà ça peut changer un peu l'interaction avec l'insecte. Alors, au planétarium, le planétarium auparavant était situé au centre-ville. Maintenant, depuis 2013, on a créé un tout nouveau planétarium à côté du biodôme, donc sur le site olympique. Et on a 2 théâtres, un théâtre scientifique, le théâtre de la Voie lactée, mais aussi un théâtre artistique qui s'appelle le théâtre du chaos. Et ce théâtre, je ne sais pas si vous voyez un peu la photo, on voit un peu les gens qui sont assis sur des gros beanbags et qui... alors, c'est vraiment une expérience corporelle, c'est pas juste une expérience visuelle et auditive. Et les spectacles vont changer régulièrement avec d'autres artistes. Et à partir du 2 novembre, on va avoir un nouveau spectacle. Et évidemment, la salle est tout à fait adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Et on a décidé, plutôt que de les regrouper ensemble, de les répartir à travers la salle pour que les gens puissent en famille vivre une expérience intime. Maintenant, passons au jardin.
Le jardin botanique, c'est un jardin sur une grande surface de 75 hectares, 10 serres, 3 jardins culturels, donc le jardin de Chine, japonais et Premières Nations qui sont plus connus. C'est 30 jardins thématiques, mais c'est aussi un arboretum. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler plus spécifiquement de la Cour des Sens et du parcours universel. Alors, la Cour des Sens, c'est un petit jardin de 500 mètres carrés qui a été inauguré en 1999, donc on fête notre 15e anniversaire cette année. Ça a été financé par le Lions Club et ça a été développé avec l'Institut Nazareth et Louis Braille et le regroupement des aveugles des amblyopes du Montréal métropolitain. Alors, la Cour des Sens, le concept est vraiment très intéressant dans le sens que il y a 4 sections et c'est basé sur des plantes. Les gens donc qui viennent visiter ce petit jardin découvrent des plantes selon leur texture. Alors, il y a le doux, le rugueux, le piquant et le visqueux. Alors, surtout le visqueux. Alors oui, c'est ça, le visqueux. Et donc, le revêtement de sol est aussi un revêtement qui correspond à chaque section. Donc, il y a du bois, du gravier, des pavés unis et du tapis. Il y a une rampe à hauteur de main, mais il y a aussi une fontaine pour l'orientation sonore pour les personnes handicapées visuelles. Alors, est-ce que, Madame Landry, à tout hasard, est-ce que je peux vous demander si la fontaine est excentrée ou si elle est centrée? Elle est au centre. Ah oui, parce que si elle était excentrée, il y aurait plus de définition acoustique des différents lieux. Ah, voilà. C'est une on bonne apprend suggestion. toujours, nous C'est une sommes bonne suggestion. Société apprenante. Oui. Alors, toutes les informations sont en français et en anglais, mais aussi en braille. Donc, ça permet aux personnes qui connaissent ce langage de pouvoir faire une expérience plus intimiste. Mais ce que Kéroul nous a bien fait comprendre, c'est qu'il n'y a pas juste les barrières physiques et géographiques qui sont des obstacles pour les personnes avec des handicaps physiques, mais il y a aussi l'attitude du personnel. Et je pense que ça, on l'a entendu à plusieurs reprises. Et donc, l'attitude du personnel, on a travaillé beaucoup là-dessus, sur la formation. Et donc, notre équipe, pendant ce jardin est situé dans la partie gratuite du jardin. Parce que c'est situé, il y a la partie juste au coin de P9 et Sherbrooke, c'est une section qui est gratuite parce que c'est avant de passer les barrières où on doit me présenter un billet. C'est juste à côté du restaurant. Et c'est donc un jardin qui est ouvert aussi juste pendant la période estivale parce que cette période-là, les plantes sont bien, mais après, on peut plus. On pourrait faire peut-être ce genre d'expérience aussi dans les serres, mais ça sera un projet à faire un petit peu plus tard. Donc, on engage des animateurs qui ont, eux aussi, des déficiences visuelles, soit totales ou partielles. Donc, vous voyez ici, c'est un de nos animateurs fétiches là, qui avait une grande facilité d'interaction avec les visiteurs. Donc, la Cour des Sens, c'est une expérience unique pour tous, non seulement pour les personnes qui ont des déficiences visuelles, mais aussi pour des personnes qui veulent faire l'expérience de ne pas voir. Donc, on travaille de temps en temps avec la Fondation Mira, qui vient aussi avec des chiens Mira. Donc, les gens peuvent expérimenter aussi qu'est-ce que c'est le fait de ne pas voir. Et je pense que ça, c'est très important pour comprendre. Parce qu'en fait, ce jardin, c'est pour essayer de comprendre un peu la botanique, les plantes, et de le faire à travers les sens et non pas juste à travers la vision. On est habitué beaucoup sur la vision. Alors, les visiteurs avec une capacité limitée, ce n'est pas uniquement les personnes qui sont, dont on dit qu'ils sont à capacité limitée, mais il y a aussi des personnes âgées, des femmes enceintes qui ne sont nécessairement pas toujours aussi motrices. Et donc, on a aussi mais nos visiteurs, c'est aussi d'autres types de personnes. Donc, on a des jeunes enfants, on a des adultes, on a des enfants qui viennent en groupe scolaire. On a aussi des personnes âgées qui ne veulent pas nécessairement toujours mettre le bandeau, mais qui apprennent aussi à travers les sens à faire les expériences avec les plantes. Donc, vous voyez, on a un animateur ici qui est venu il y a 2 ans. C'est un Français qui venait et qui a fait un stage et qui était une personne à mobilité réduite. Mais donc, tous les sens, le toucher, le sentir, écouter et même goûter, parce qu'on fait goûter des plantes à la fin, pour des plantes sucrées, alors c'est intéressant. Et je pense que si on retrouve ce plaisir, quand je vous disais tout à l'heure que notre mission, c'était de reconnecter l'humain avec la nature, c'est qu'il faut qu'on reprenne cette expérience sensitive face à la nature.
Donc, le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est notre sentier accessible. C'est un partenariat qu'on a fait là directement avec Kéroul. On voit André avec l'ancien directeur du Jardin botanique, Gilles Vincent. Alors, c'est eux qui sont... On a travaillé directement avec eux. Ils nous ont donné tous les standards, que ce soit les surfaces à utiliser, les largeurs de sentier, que ce soit les portes automatiques. On a tout changé, les portes dans les serres. Maintenant, les portes ouvrent facilement. Les rampes d'accès. Donc, chaque élément de ce sentier universel a été examiné avec précaution. Nous avons développé ce sentier parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 3 jardins vedettes qui sont les jardins culturels. Le jardin de Chine, le jardin japonais et le jardin des Premières Nations. Et les personnes, André Leclerc nous disait, bien là, c'est bien beau, mais on n'a pas accès. Puis souvent, on arrive dans un cul-de-sac où là, il y a des escaliers. Donc, on a fait un sentier qu'on a développé. Et maintenant, on a juste à dire aux gens, bien, vous suivez le sentier avec les pastilles vertes. C'est une résine que l'on a mis qu'on a collée sur le sol. Et donc, les personnes à motricité réduite, bien, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on a juste à suivre le sentier avec les pastilles vertes et comme ça, ça facilite l'orientation à travers le jardin. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des jardins ou des sentiers comme ça? C'est aussi parce qu'on veut retrouver, j'appelle ça notre humanitude. Excusez ce mot, mais en fait, c'est un concept de biophilie. La biophilie, c'est un terme qui a été utilisé par un grand scientifique qui s'appelle Edgar Wilson, qui est un entomologiste, et la biophilie, c'est le fait que l'être humain a instinctivement un attrait pour ce qui est vivant. Alors, vous voyez des enfants, par exemple, si ceux qui ont un chien ou un chat, ils sont attirés, ils vont aller le voir, un écureuil, et même les personnes âgées, c'est la même chose. Mais même chose pour les plantes. On est dans un état de bien-être quand on est entouré de verdure. Et maintenant, de plus en plus, les hôpitaux font des jardins pour favoriser la convalescence plus rapide des malades. Les écoles font des cours qui sont verdoyantes. Donc, on a besoin de la nature pour être heureux dans la vie, pour se sentir bien. Donc, parce que à travers les sens, on capte des sons, puis on se souvient aussi de sensations originelles. Et quand on dit reconnecter l'humain à la nature, c'est parce qu'il faut retrouver notre nature humaine aussi. Et ça, je pense que c'est très important. C'est absolument merveilleux et il vous reste 1 minute 30. C'est presque fini. Alors, pourquoi faire ça aussi? C'est qu'on veut inclure toutes les différences de la diversité humaine. Parce qu'il faut intégrer les personnes ayant des déficiences, mais il faut comprendre aussi les difficultés, mais aussi les joies que ces personnes-là nous montrent peut-être à travers des comportements. Vous savez, dans la cour des sens, quand un petit enfant voit une personne qui ne voit pas, qui est avec le braille et qui voit toute la découverte sur son visage, bien, parfois cet enfant-là n'a jamais été en contact avec une personne qui ne voit pas. Donc, de découvrir que malgré des difficultés, il y a des joies, bien, peut-être cet enfant-là, il va peut-être être moins de mauvaise humeur après quand il n'y aura pas ce qu'il veut. C'est de rapprocher tous les gens de la communauté, mais c'est pour redécouvrir aussi l'unicité. L'unicité puis l'équité. Je pense que ça, on a besoin de ça dans nos sociétés maintenant. Alors, je finis par une petite phrase que tout le monde connaît, qui est la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, ce qui est essentiel est invisible pour les yeux ». Alors voilà, merci. Il me reste 22 secondes. Vous avez donné 2 minutes de plus. Merci beaucoup, Madame Landry. Y a-t-il des questions, remarques, observations, poèmes? Alors, attendez juste le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, ça va être très bref. Je veux juste vous remercier pour la présentation. Puis, en fait, faire un petit commentaire. Féliciter Espace pour la vie de façon générale. Personnellement, mon premier contact avec un endroit respectueux de l'accessibilité, mais qui en faisait aussi la promotion, je l'ai vécu au jardin. J'ai travaillé là comme étudiante une saison et c'était le premier emploi dans ma vie où on me formait non seulement sur les infrastructures d'accessibilité et tout ça, mais sur le contact humain avec les personnes à besoins
spéciaux, spécifiques, et à des clientèles différentes. Et ça a été mon premier vrai contact avec l'accessibilité, et je vais toujours m'en rappeler. Et je veux vraiment féliciter le jardin particulièrement parce que c'est celui que je connais, mais le mouvement Espace pour la vie de façon générale, parce que le travail est extrêmement bien fait à ce niveau-là. C'est ça. J'ai pas de questions relatives à ça. Merci beaucoup, mais l'attitude, c'est ce qui est le plus important. Parce que même s'il y a des belles rampes, même s'il y a une belle surface, si la personne avec qui vous interagissez est mal à l'aise ou intimidée et tout ça, et qu'elle n'est pas volubile comme avec un autre visiteur, ben à ce moment-là, l'expérience de visite de cette personne-là est totalement anéantie. C'est pas bien. D'autres questions, remarques, observations? OL, de nouveau. Le micro arrive. Joanne, merci pour cette présentation et j'aimerais beaucoup souligner ce que tu as indiqué d'essentiel, c'est-à-dire la notion de plaisir. Oui. Et il me semble que chaque fois qu'un visiteur éprouve du plaisir, à ce moment-là, il oublie le temps qu'il passe dans son activité culturelle. Et quand il repart, il en a un souvenir de joie, un souvenir de bien-être, un souvenir aussi parce qu'il a acquis des choses à travers des informations, des connaissances, etc., mais à travers des émotions. Et pour satisfaire cette dimension par rapport à l'accessibilité me semble l'un des premiers critères. Merci, OL. Et la notion du temps, c'est vraiment important. Quand j'étais à Paris, à la Grande Galerie, j'avais aussi la galerie de paléontologie et j'avais fait la visite avec Catherine, tu sais, qui faisait son programme sur les objets et tout ça, et avec les yeux bandés, là. Et c'était un programme d'1 heure. Et après l'heure, je pensais que ça faisait juste 10 minutes. Donc, j'étais tellement tu sais, remplie d'informations puis de sensations. J'avais vraiment l'impression que ça faisait juste 10 minutes qu'on était ensemble. Et l'heure avait passé très rapidement. Très bien. Une dernière remarque ou question. Il y a M. Perron, peut-être, si je me rappelle. Pilon. Pilon. Non, Oui. Perron. Oui, alors une dernière remarque très rapide, mais qui mériterait d'être, je pense, d'être expliquée plus longuement. Mais ce qui est aussi très frappant dans l'approche que tu présentes, Joanne, sur la question de l'accessibilité. Moi, j'aurais envie de préciser que cette question-là, j'ai presque envie de dire dans l'ADN d'Espace pour la vie, c'est-à-dire dans le grand projet d'Espace pour la vie, qui est un projet de musée d'un environnement de société, d'un environnement qui travaille avec des notions de développement durable, par exemple. Et je pense qu'il y a excessivement de liens à faire entre ces facettes-là. Donc, oui, ce que vous faites au niveau de l'accessibilité est tout à fait remarquable. Et ce qu'il est encore peut-être davantage, c'est que ça s'inscrit dans une trame réelle, j'ai envie de dire quotidienne, du travail d'Espace pour la vie. Ça, je pense que ça mérite beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration. Merci, Michel, parce que quand on parle de biodiversité, il ne faut pas oublier la diversité humaine. Et la diversité humaine, là, on est tous différents, mais on est tous uniques. Et c'est ça la beauté. Alors, merci pour ton commentaire. Donc, merci beaucoup, Madame Landry.